Donc je suis rentré après qu'il m'a conseillé, m'a dit tout ce qu'il avait envie de me dire, je suis rentré. J'avoue, j'ai coulé des larmes. Je me suis dit plus jamais. En ce moment précis, je me suis dit j'ai quelque chose à prouver. Prouver alors aux autres que j'en suis capable et vous avez tort de ne pas avoir confiance en moi. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Né pour briller. Un podcast que j'ai initié. Je m'appelle Happy Tidjani, fondateur CEO de Brio Africa, dont je reparlerai certainement dans la suite. Donc, Né pour briller a pour objectif de révéler les gens les plus brillants de notre écosystème afro-descendant, tout ce qui tourne autour de ça. L'objectif, c'est donc de pouvoir inspirer, guider, orienter si possible, qu'il y a des histoires réelles que des gens réels ont vécues. Aujourd'hui, l'un des premiers, ou même le premier client que je vais recevoir, c'est quelqu'un qui a changé toute sa carrière, toute sa vie, bien plus tard que prévu. Je vais le laisser se présenter. Merci beaucoup Happy Tidjani pour l'invitation. C'est tout un honneur pour moi de de participer à ce Premier épisode. à ce premier épisode. Voilà. Je réponds au nom de Abiana François Xavier Ali. Je suis béninois, né à Cotonou. Je suis à la fois entrepreneur et salarié. En résumé, pourquoi on parle de moi aujourd'hui? Probablement c'est par rapport à mon parcours. Tout à fait, tout à fait. Ton parcours, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai rencontré Xavier ici en France, à Rennes, il y a quelques années. Son parcours, je le connaissais déjà avant, mais sans se rencontrer physiquement. Et il fait partie des gens dont le parcours m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup parlé. Il y a des choses qu'il a réalisées, qu'il a faites, que je ne pense pas que je pourrais faire, ou que voilà. En tout cas, c'est ceux qui m'ont interpellé. Je me suis dit que pour le premier épisode de cette podcast, tout nouveau podcast qui va être publié sur la page de Brio Africa, il serait intéressant de commencer par lui. Et donc, on va aborder son parcours, son enfance, sa carrière, sa vie. Aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, ce qu'il prévoit. Et on va essayer d'être le plus détaillé possible. Il est entrepreneur. C'est aussi une facette qui est très intéressante de sa personnalité. Et on va en discuter dans la suite. Et donc, Xavier, merci déjà d'avoir accepté de partager ce moment avec moi. Xavier, béninois. Toujours. Béninois d'où? Béninois de Sakété, 100%. Donc, né à Sakété? Non, je suis né à Cotonou D'accord. et j'ai grandi à Cotonou. Mhm. Sakété, c'est la grande city, comme on le dit. Salut à tous les gens de Sakété, hein. On fait un big up à tout le monde de Sakété, toute la famille sakétoise, c'est comme tu dis. Du coup, Xavier est né à Sakété, les parents sont de Sakété. Papa mélangé un peu avec le Nigeria et Sakété, mais maman 100% Sakété. D'accord. Né à Cotonou. Moi, je suis né à Cotonou. D'accord. Je suis Porto-Novo aussi, en tout cas, d'une part, moitié-moitié. Et je suis aussi né à Cotonou. Donc, tout le monde est né généralement à Cotonou. C'est généralement. Et généralement à Cotonou, il y a dit tout le monde. Ouais. Du coup, Xavier est né à Cotonou. Et du coup, comment est-ce que Xavier a grandi? Déjà, pour moi, je résume ma vie de manière générale comme en plusieurs étapes. Déjà, enfance un peu mouvementée. Ensuite, il y a la partie de l'inconscience, de prise de conscience, comme l'adolescent, on peut le dire comme ça. Et ensuite, le déclic qui m'a permis de me transformer. Déjà, parlons de mon enfance. Il m'est arrivé de ne pas finir une année scolaire. Et j'ai commencé également les cours très tardivement parce qu'il y a un phénomène auquel déjà les gens ne croient pas trop, mais qui a existé et qui m'a touché à l'époque. C'était qu'au moment de commencer l'école, il fallait quand même toucher l'oreille avec son bras. Et de cette manière-là, et dès que tu sais toucher, on peut dire ah ouais, vous pouvez commencer parce qu'il y avait une question de taille que j'avais en ce moment. Oui. Et pourquoi? C'est génétique dans tous les cas. Oui. Ce truc-là. Genre ça là, comme ça là. Exactement, et c'est ça. Donc tu as vécu ça aussi? Je l'ai vécu. D'accord. À une époque, on aurait pensé que c'est des mythes, mais je suis la preuve vivante. Non, on nous a tout dit, cette gars existait, je ne croyais pas, hein. Ah oui. Donc, ok. D'accord. C'était vraiment ça. C'était vraiment Moi, c'est pas, si tu viens, tu t'allies avec les autres élèves, ils peuvent rentrer, chacun fait comme ça devant le portail. En réalité, je pense qu'ils examinent déjà la taille de tout le monde. D'accord. Et quand t'as pas la taille normale, on te demande de le faire. Pour les autres pas qui ont la taille, il y a aucun souci. Voilà, tu es accepté. Et moi, mon problème, c'était que j'en parle, c'est vrai,
mes parents, quand je prends le couple, généralement dans les couples, on voit que c'est papa qui a plus de taille que maman. Mais c'est le contraire chez moi. Donc moi, mon papa a 1m55 maximum, mais maman, elle est à 1m70 environ. Ah, donc son papa avait 1m50, 55, et sa maman avait 1m70. Vous entendez tout le monde? Il n'y a pas que monsieur qui est censé être plus grand que madame, hein. En tout cas, c'était son cas, lui. Exactement. Mais bon, finalement, il n'a pas pu aller à l'école après ça. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est bon ou mauvais, mais juste, en tout cas, on va continuer. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu vas voir les femmes, ah non, je veux que mon mari, voilà, c'est un certain nombre de, voilà. Mais 90, voilà, qu'il soit, voilà. Alors que, voilà, moi, ça vient, après monsieur, malgré sa taille, c'était pas ça l'objectif, mais bon, on revient à notre discussion. Exactement. Du coup, après, donc cette année, j'ai pas pu commencer. Donc des années plus tard, j'ai commencé les cours et il est arrivé une année où j'ai pas pu finir l'année scolaire à cause des activités de mes parents. Papa qui se déplaçait beaucoup à cause de son voyage, des missions, et maman, son activité principale c'est l'achat et revente je vais dire de toutes sortes de produits. Donc, elle faisait le marché du Nigeria, marché du Ghana et alimentait le marché de Dantokpa. Pour ceux qui sont béninois, ils doivent savoir un peu cette activité, dénommée entre griffes Fayawa. Donc, quand on parle de Fayawa, on sait un peu, voilà. Donc, à ces périodes, il m'est arrivé de ne pas finir l'année parce que je suis le dernier de la famille et je suis plus attaché à maman. Donc, mais jamais qui aime sa maman, c'est ça, hein, de toute façon. Qui est attaché à sa maman, c'est normal. Ok. Et donc, tu as pas pu finir l'année. Et comment ça s'est passé? Quand tu dis que papa, on dit que papa quand même, parce que tu dis que papa est souvent en mission. Ouais. Mais papa, tu vas dire, c'est quoi dans son secteur d'activité? Papa, il est souvent en mission dans quel secteur? En réalité, papa, il avait fait un peu la Belgique. D'accord. Donc, avant de revenir s'installer au pays. Moi, je suis le dernier. Donc, c'était à l'époque où il vraiment voulait prendre sa retraite, c'est-à-dire revenir s'installer complètement. Donc, je ne peux pas te dire que j'ai idée de tout ce qu'il a fait en Belgique. Mais le poste qu'il a occupé au Bénin, il a travaillé à la préfecture. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, papa est un béguiste. C'est ce que je veux dire, c'est que papa est un béguiste. Pour donner l'information là, ça va être important pour la suite. Donc, ensuite, les parents se sont rendus compte que mon éducation, ça flottait un peu. Parce qu'il n'y avait pas vraiment un grand suivi. Ils ont quand même en commun accord décidé de me placer chez l'une de mes tantes. D'accord. À papa. Ben, d'ailleurs, je perds à son âme, elle n'est plus de ce monde. Donc j'ai vécu pendant 5 à 6 années, je crois, j'ai fait de CM2 jusqu'en 4e chez ma tante. Tu réfléchis beaucoup là, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Franchement, c'était les meilleurs moments de ma vie. Bon. Loin des parents bien. Loin des parents. Et j'étais vraiment bien accueilli. C'est pas, on sait un peu comment ça se passe quand t'es pas chez tes propres parents, le traitement. Mais pour moi, ça a été vraiment tout le contraire. D'accord. J'étais bien entretenu, bien logé. En tout cas, on m'a vraiment considéré comme le propre enfant. Et j'avais eu toute l'attention possible. Je ne manquais absolument de presque rien. Mais c'est ce qui a favorisé aussi peut-être ma paresse et l'inconscience que j'ai eue quand je suis rentré en collège. Parce que j'ai commencé les cours déjà en 6e. J'avais tout à ma disposition. Je rappelle ici que le mari de ma tante en question est un douanier. Et à l'époque, c'est quand même... Affaire de douanier. Bonjour les douaniers de Cotonou. À tous ceux qui ont mangé beaucoup d'argent dans la douane. Donc tout se passait bien. Il nous traitait vraiment bien. Et personne ne pouvait faire du mal à ses enfants, y compris moi, puisque je suis vraiment considéré comme son enfant. Entre griffes, dès que j'ai un problème à l'école avec un professeur, franchement, quand il descend, tout le monde a peur de lui. C'est réglé, quoi. Oui. Donc ce qui fait que... Donc, le douanier est arrivé. Voilà. Et en même temps, je dis, ayez des douaniers dans vos vies. Ayez des douaniers dans vos vies. Ayez des douaniers dans vos vies. Moi, je ne connais pas de douanier. J'avoue. Est-ce que ça nous comprend aujourd'hui, c'est douanier? En tout cas. Non, je pense qu'ils ont régularisé. Ils ont régularisé les choses au niveau de la douane. Maintenant, mais moi, c'est compliqué. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était... En ce moment, c'était vraiment la belle époque. Mais dans le même temps, ça ne m'a pas fait du bien. À l'instant T, je puisse te dire que c'était vraiment ce que je voulais. Okay. Avoir une belle vie, avoir vraiment ne pas me déranger. Je n'allais pas à l'école pour apprendre, en réalité. Parce que je me dis, mais c'est un corvée pour moi. Pourquoi aller à l'école? Alors que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, on y va parce que on me demande d'y aller. Okay. Donc, j'apprenais pas. Je peux rentrer à la maison, j'ai envie de manger, j'ai envie de jouer, c'était bien. Le lendemain, il fallait aller. Du coup, en 5e, j'étais obligé de reprendre la 5e. Donc, j'ai fait la 5e 2 fois. Ah!
Tu t'imagines un Tu peux peu mon échouer. retard. Mais c'est normal parce que, C'est normal, voilà, tu n'apprenais j'étais pas. vraiment inconscient des opportunités que j'avais. Et je n'avais vraiment pas le sens des études. Oui. Je ne savais pas à quoi est-ce que ça me servait, en vrai. Tony n'a rien dit. En réalité, son problème, c'était qu'on soit vraiment bien. Ok. Donc, c'est vrai, après, j'ai des comptes à rendre à mes parents qui se plaignaient chaque fois que pourquoi est-ce que tu travailles pas, pourtant tu es dans de bonnes conditions. Mais en vrai, j'étais sourd. Moi, j'entendais pas. Et à la limite, je me disais, mes parents ne m'aimaient pas. À ce point? Ben oui, parce que je me dis, c'est comme si voici mon bonheur Ok. et vous n'avez, c'est-à-dire vous, Ok, voilà, vous partagez pas ce bonheur avec moi. Parce que voilà. j'avais vraiment pas conscience de cet avantage que j'avais d'avoir toutes ces choses et normalement de profiter normalement comme il le faut. Ok. Ensuite, en quatrième, rassure-toi, j'ai encore échoué. 2 échecs 2 échecs. d'affilée. Après, papa était super mécontent. Oui. Mais en vrai, je m'en foutais. Toujours. À cet temps, je ne savais pas. Mhm. Tu vois, je m'en foutais. Quand je revenais chez mes parents, en vrai, je regardais mes frères comme vous n'avez pas réussi. Mais désolé. Quand tu as quitté ta papa pour aller à papa et tu pensais que les... Non, mais Ah, quand mais oui, tu te voyais trop embêté. exactement, c'était exactement ça, parce que moi, j'étais frimé, j'avais des baskets, Ok. mais mes chemises, kaki, tout était repassé. Mhm. À manger, il y avait le cuisinier qui devait faire à manger, je faisais rien. Ouais. On va pas me demander de laver des bols, on va pas me demander de faire ci ou ça. Les lundis, les kakis étaient toujours repassés, t'as toujours ta tenue bien repassée, chaussures, nouvelles chaussures, à chaque fois. Mais quand je revenais, je revois mes frères le week-end, je me dis, mais il y a un décalage. Dans le rang social, il y a vraiment un décalage. Je me dis, à un moment donné, je me dis, non, j'ai même pas envie de vivre avec ceux-là. C'était presque des inconnus, tu vois. Mais C'est dur. c'était vraiment dur. Déjà pour les parents, même pour mes frères et ceux qui voyaient que les parents n'ont pas su vraiment m'éduquer comme il le faut, parce que on les tapait sérieusement. Mais moi, on ne me touchait pas. Je reviens sur ça. Les aînés, vous savez, on nous tapait. Les Benjamins, c'est différent. Les sous, ça on dit, c'est différent. Mais voilà. C'est vraiment différent. Ok. Donc quand j'ai échoué la quatrième pour la première fois, papa a dit, là, trop c'est trop. Je rentre à la maison. Ça, c'est mon dernier mot. J'ai dit non, moi je rentre pas, je retourne pas chez vous. D'ailleurs, vous n'avez pas la Restez chez télévision. Si j'avais dit des choses, franchement, Oui, pas directement à mon papa, Oui. mais à mes frères. Et chacun avait une dent contre moi. C'est comme si on m'attendait sur le carrefour. Un jour, tu verras. Genre, un jour, tu verras. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Papa a fait transfert du CG Soleil où j'ai fréquenté vers CG Littoral, sans mon avis. D'accord. Et je ne savais pas. Vu que j'avais déjà dit à papa, non, je retourne pas, je préfère rester là. Je te promets, je vais travailler cette fois-ci, je vais... Il ne m'a rien dit avec mon frère. D'ailleurs, mon frère, il m'a... Papa t'a fait coup d'état, hein. Il t'a fait coup d'état. Il est passé derrière. Donc, ils ne m'ont rien dit. Moi, j'ai commencé ma rentrée à Soleil, j'ai repris ma... Oui. Et après, tu sais, quand on est en classe, ils viennent au début de la rentrée, ils font des appels. Quand tu ne retrouves pas ton nom, quand tu n'entends pas ton nom, on te demande d'aller à la direction. C'est comme ça, je suis allé à la direction parce qu'ils n'ont pas appelé mon nom. Je dis, mais c'est pas normal. Et, malgré ça, ma tante était déjà au courant que papa a fait amener une opération pareille. Yes. Je vais à l'administration, la secrétaire me dit, ah non, mais vous n'êtes pas, votre dossier n'est plus ici. Vous avez été transféré au CEG sur les... C'est pas possible. Littoral, non? Oui, CEG Littoral. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'appelle mon papa, c'est comme ça, il m'a dit, si tu veux, tu viens fréquenter, ou si tu veux, tu fais ce que tu veux. Carrément. Donc il fallait rentrer. J'avais même pas le choix, il fallait vraiment rentrer. Après, il y a ma tante qui a essayé de me conseiller, non, t'inquiète, tu peux toujours venir nous voir, parce que je me suis fait déjà des amis. Yes. J'ai déjà, comment on dit, mon crew, quoi, bah, voilà. Ton équipe, quoi. Voilà, exactement. Mais, en même temps, ce sont nos parents. On n'a pas le choix. Oui, donc la séparation de l'équipe. Franchement, c'était difficile. C'est pas une gros par hasard dans le lot. Vous êtes juste une équipe parce que j'étais en quatrième quand même. J'étais en quatrième. Mais on se faisait aimer quand même. Voilà. Pas, pas la cité, voilà. Donc, j'étais obligé de rentrer. Ma tante a essayé de me conseiller autant qu'elle pouvait. T'inquiète, tu peux toujours venir quand tu veux. Les vacances, t'es ici. Voilà, tes frères et sœurs, tu peux. Donc, comme ça, j'ai décidé, je suis rentré. Je suis rentré chez mes parents. J'avais plus le même confort, ça, je l'avoue. Et à cette époque, je me disais, personne ne m'aimait. Tout le monde autour, c'est-à-dire le monde autour de moi, je les voyais comme mes ennemis. À ce point. Vraiment comme ça, quoi. Vraiment. Vraiment comme ça. Ce que je te dis, ce sont des ressentis. Ouais. J'ai commencé la rentrée. Ok. Et tu sais, généralement, dans des collèges, parce que là, j'étais au collège, dans des collèges,
Quand il y a peut-être plusieurs séries ou plusieurs salles de la même série, Ok. peut-être il y a plus d'étudiants ou plus d'élèves qu'il en faut, ils font A, B, C. Mais généralement, la dernière classe, ce sont les pagailleurs, les gens qui ne travaillent pas, qu'ils essayent de regrouper. Et les meilleurs, tu les vois dans les classes A, série A, voilà, et B, tu as des miss. Donc moi, j'ai fait quatrième F. J'ai jamais oublié parce que c'est pas possible. F. Oui, quatrième F. D'accord. Et c'était compliqué parce que il y avait que des pagailleurs. Des gens qui pouvaient gronder sur le professeur. Certes, j'avais ça un peu dans le sang. Mais pas autant, quoi. C'est comme si tu t'envoyais en prison avec d'autres criminels, quoi. Je te dis. Et en ce moment, j'avais des yeux sur moi parce qu'il y avait mon grand frère et ma grande sœur qui fréquentaient la même école. D'accord. Donc, difficile de... Tu surveillais, quoi. J'étais vraiment surveillé. Mais je me suis dit, c'est un challenge. Ok, allez, vas-y, j'ai déjà fait la quatrième une fois. T'inquiète, on y va. À la maison, j'avais pas le choix. Je rentrais, je devrais réviser. Je devrais vraiment réviser. Et ça, je te dis, prendre mes cours, dire ce que j'ai fait de la journée et réviser à mon chef frère dont je te parlais. Et c'est vraiment lui qui était mon ennemi premier. Parce qu'il pouvait se permettre de me taper, tu t'imagines. Non, mais à l'époque, c'était inacceptable. D'accord. J'avais des corvées. Bon, je dirais pas corvées, mais des activités domestiques. Et mon rôle, c'était de laver les plats au réveil du matin. Donc, tout ce qu'on a eu à utiliser comme ustensile de cuisine la veille. Tu l'avais. Avant d'aller à l'école. Même si je cours à 7 heures. Je reviens le soir, je dois pouvoir dire ce que j'ai fait de la journée. Les matières que j'ai le lendemain, je dois pouvoir réciter à mon frère en question. Sinon, je me faisais, alors là, tabasser. J'ai dit, c'est pas sérieux. Pour ceux qui se rappellent, on avait, en anglais, c'est go for English. Et en verso, sur les 2 dernières pages, il y a le verbe irregular verb. Je te promets que je récitais 5 par jour. D'accord. Ça dit prétérite, do, donne, et tu donnes la signification en français. Et le lendemain, ça dit tu récites les 5 de la veille, plus, et c'est comme ça j'ai fait pour c'est-à-dire toutes les 2 pages. Et j'en ai terminé. Et c'est d'ailleurs ce frère qui m'a fait faire cet exercice. Mais pas de la manière la plus douce possible. Forcément, tu as souffert. J'ai souffert. Et cette année-là, j'étais premier de ma classe. J'étais premier de ma classe. Mais j'avoue, j'étais pas fier. À ce moment-là. J'étais fier à l'instant, mais après, j'étais pas fier. Parce que j'étais premier avec 11 de moyenne. D'accord. C'était le premier. Le premier, mais voilà. La F, où il y a les cancres. Exactement. Okay, avec 11 de moyenne. Le premier des derniers, voilà. Parce que quand tu regardes, c'est des gens qui ont 14, 15 de moyenne, leur premier, mais nous, on avait. Mais c'était une fierté pour moi. D'un côté, je me dis, voilà. Au fil je suis là, quatrième. Après, on a commencé la troisième, je devrais aller au BEPC, un truc. C'est vraiment en ce moment. Attends, déjà en quatrième, je vais quand même revenir parce que tu vas aller trop vite là. En quatrième, quand tu es des premiers, pour ton père, pour tes parents, c'était quoi leur ressenti? C'était quoi leur... pendant que les années tu échoues d'affilée, tu fais la cinquième, une fois tu échoues, la quatrième, une fois tu échoues, là tu réussis parce que tu reviens à... Papa qui a fait coup d'état, il doit être content parce qu'il t'a changé d'école et ton frère t'a un peu coaché, tu deviens premier, il y a quand même quelque chose, non? C'est là que tu me connais, mon papa. Ah non, d'accord. Il n'était pas du tout content du résultat. Ou du moins, peut-être il est content, il l'a pas exprimé. Ok. Et cette année-là en question, c'est l'année où j'ai vraiment eu le déclic. Je pense que j'avais déjà commencé la troisième avant que ce truc ne m'arrive. En vrai, mon papa s'est plaint. Certes, je savais, s'il me le disait directement, peut-être que j'allais pas percevoir les choses de la même manière. Mais il avait un ami à lui, un meilleur ami à lui, d'ailleurs que je respecte beaucoup, parce que c'est pour moi un tonton. Et dans leurs échanges, c'était moi l'enfant perdu. L'enfant en qui il n'a plus vraiment confiance. À un moment donné, c'est que mon papa a perdu confiance en moi. Ok, ton père a perdu confiance en toi. Exactement. Et il l'a formulé à quelqu'un d'autre. Voilà. À ton oncle, vous. Pas oncle, moi je l'appelle tonton, mais c'est son ami du quartier. Son ami du quartier. Les gens comprennent un peu, peuvent vraiment comprendre ce qui arrive lorsque quelqu'un en qui tu as de l'admiration perd confiance en toi. Comment tu as appris ça? C'est arrivé lorsque le meilleur ami de mon papa m'a fait rasseoir parce que je suis ami aussi à son fils. Et un jour, je suis allé chez eux comme ça pour discuter, échanger avec mon ami, s'amuser, comme on le dit. Et il m'a dit, mais est-ce que toi, ce que tu fais, est-ce que c'est normal? Tu fais pleurer tes parents.
Et tu fais pleurer tes parents, il a vraiment dit ça comme ça. Oui. J'étais debout, j'ai dit, mais je comprends pas. Comment? Et il dit, même ton papa, il a tout misé sur toi et aujourd'hui, il n'a même plus confiance en toi. Il se demande vraiment même si tu as quoi. Et il m'a donné tellement de conseils. Mais le simple fait d'avoir enregistré dans mon cerveau que ton papa a perdu confiance en toi, pourtant pour moi, c'est mon idole entre griffes. Oui. J'étais dépourvu de toutes mes forces. Mhm. Je me suis dit, ben tiens, si mes parents me l'avaient dit, peut-être je l'aurais pas ressentir de la même manière Oui. que ce que j'avais vécu ce jour-là. Donc je suis rentré, après qu'il m'a conseillé, m'a dit tout ce qu'il avait envie de me dire, je suis rentré. J'avoue, j'ai coulé des larmes. Tu as pleuré. J'ai pleuré. Je me Et suis tu dit. étais en quelle classe? Et là, Troisième? j'avais commencé troisième, Ok. en début de rentrée. Ok. Donc le BPC arrivait. Voilà. Je me suis dit, ça, c'est pas normal. D'accord. Et en ce moment précis, soit je continue ou je décide d'être celui qu'on pense que je suis, ou je deviens celui que j'ai envie d'être. Tout à fait. Et comme on dit, la mieux porte conseil, à mon réveil le matin, je me suis dit, plus jamais. En ce moment précis, je me suis dit, j'ai quelque chose à prouver. Prouver alors aux autres que j'en suis capable et vous avez tort de ne pas avoir confiance en moi. Il est rentré en mode proving. Il est rentré en mode proving absolu. Genre, tu voulais en découdre, oui, bah c'est normal. Je te le fais pas dire. Bah, c'est pas, en fait, tout le monde n'aurait pas, tu vois, tout le monde n'aurait pas forcément eu ce réflexe. C'est deux choix. C'est soit tu continues dans ce que je fais, comme tu as dit. Soit tu continues dans ce que tu fais, tu continues dans ta bêtise en griffe. Soit, bah, tu te réveilles et c'était ça pour toi ton déclic, en fait. Exactement. Ouais. Ça me rappelle, un podcast récent où c'était Benny et justement, Benny parlait avec quelqu'un sur son plateau et il parlait justement du déclic et il disait que, bah, chacun, en fait, a sa phase. Ça peut-être, c'était avec Stevie Wallace qui disait, le grand Stevie, il disait justement que bah lui son déclic c'était voilà c'était autour d'une discussion avec le président Patrice Talon qui lui disait qu'il va rentrer au pays, tu vois, chacun son déclic. Donc d'autres ça peut être dans une histoire, ça peut être en fait dans un podcast par exemple comme celui-ci que quelqu'un va avoir son déclic, ça peut être dans une rencontre dans la rue, ça peut être en fait juste en fait dans un rêve. Les déclics c'est vraiment quelque chose de très inspirant, très important et on va essayer d'autrement en fait plus que son déclic voir ce qui le passionne, ce qui le rend meilleur qu'il est dans tous les cas. Exactement. Et en ce moment, je me suis dit, ok, là, il faut que je change le cours de ma vie. Parce que je peux plus continuer comme ça. J'ai commencé à réviser. Tout ce qu'on me disait, j'écoutais et j'exécutais. J'avais aussi derrière mon plan. Parce que l'avantage que j'avais aussi que je n'expérimentais pas, c'était que maman, elle n'a pas beaucoup fréquenté. Mais en ce qui concerne calcul, mathématiques, ou voilà, elle s'en sortait brillamment. Maman gère l'argent. Elle gère. Franchement, elle gère. Comment, en fait, ça va dire, les épisodes de la vie, les dames qui gèrent l'argent là, les commerçantes là, elles n'ont aucun niveau académique classique, mais c'est elles qui comptent des millions, qui peuvent te faire une addition sans problème, une multiplication sans problème. Exactement. Oui. C'est pas aujourd'hui où on demande à tout le monde, non, il faut savoir gérer ton argent, il faut avoir un fichier Excel, Oui, il faut faire, elle le fait, mais clairement dans la tête. Et elle sert exactement, tu vois, généralement, quand tu es grossiste et que tu livres dans le marché, tu ne prends pas l'argent tout de suite. Oui. Tu livres peut-être les marchandises et tu reviens une semaine après. Tu dois pouvoir savoir à quelle position se trouve tel client dans le marché et le jour où tu dois aller récupérer, faire le recouvrement. Tu sais combien telle personne te doit, combien est-ce qu'il a payé, combien il reste à payer. Absolument. J'ai commencé facilement comme ça et je me suis dit, ok, on va voir ce que ça va donner cette année. J'étais déjà premier. Je dois plus descendre. Okay. J'ai commencé à la troisième, tranquille. J'ai commencé à aimer la mathématique. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais la mathématique, physique sont devenues mes matières favorites. Ok. J'ai eu mon BPC. Scientifique. Oui, en un coup. Ok, félicitations. Déjà, j'ai été deuxième. C'était un redoublant mais en ce moment, au moins, j'ai pu obtenir 13 de moyenne. Et là, même pour moi, même personnellement, j'ai repris confiance en moi. Oui. Je me disais, mais je peux. En vrai, je peux. Et ils n'ont pas de tête. J'ai eu mon BPC et j'ai décidé par moi-même de faire la série C. Ok. Vu ma performance, je me suis dit, allez, vas-y, fais la série C. J'ai commencé la série C, j'ai fait la seconde, première, terminale. Je n'ai plus de soucis, j'apprends ou j'apprends pas. Et pendant ce temps, ce que j'ai oublié de souligner, j'ai commencé à m'intéresser à l'activité de ma maman. D'accord. Au commerce international. Par moment, j'étais devenu son bras droit pour aller faire le recouvrement au marché. Ou mieux encore, parfois, pour aller vendre
D'accord. Parce que pendant qu'elle fait du grossiste, si elle va, par exemple, elle a 2 jours par semaine pour aller vraiment faire du marché dans ton pas, le reste, c'est qu'elle est au Nigeria. Soit on part au Nigeria ensemble, je rachète, je dis, OK, bon, toi, tu ne vends pas ce produit, j'ai envie de vendre ça, est-ce qu'on peut compléter tes trucs? C'est comme ça que j'ai commencé à me faire d'économies. Et pendant que elle est spécialisée dans tel secteur de produits, moi, je rajoute des produits qui n'ont rien à voir avec, et je fais le marché avec. C'est là que ton entrepreneur a commencé, quoi. Tu as commencé à entreprendre comme ça. En troisième, tu as commencé déjà. J'ai commencé à faire mes activités comme ça. Mais je veux qu'on oublie quelque chose, papa, dans tout ça. Le challenge était de se prouver soi-même qu'on pouvait y arriver. C'est ça. Mais aussi, d'une manière ou d'une autre, en fait, de pouvoir changer le discours que papa a par rapport à toi. Et du coup, est-ce que tu as remarqué à un moment donné que tu dois changer entre la troisième et la terminale, par exemple? Oui, ça a beaucoup changé. D'accord. Franchement, ça a beaucoup changé. Déjà, en seconde, ça a changé. Déjà, quand j'ai eu mon BPC, franchement, c'était une fête. Ok. Oui. À la maison? Oui, à la maison. Il a organisé vraiment une fête. Il a dit, ouais, c'est comme l'enfant prodige qui est de retour. Bon, et bon. Et j'étais super content. Yes. Donc, pour la petite partie concernant papa avec ses voyages et autres, Yes. pour ceux qui savent, à l'époque, il a ouvert une agence de rebobinage, ARI. D'accord. En dehors de son activité, voilà, à la préfecture. Donc, c'est pour dire, en quelque sorte, les parents ne se sont jamais contentés d'une seule source de revenus. Ouais. Mais c'est ça, en réalité, un profit pour moi. Et en 100 ans, tu ne voyais pas ça. Voilà, je voyais pas vraiment. J'étais vraiment à l'ouest. Et Dieu t'a ramené. Et Dieu m'a ramené. C'est vrai, Dieu m'a vraiment ramené. Okay. Donc, ensuite, j'ai commencé mes activités comme ça, en terminale. Malheureusement, je n'ai pas eu le bac C en un coup. Et comme je me suis déjà fait certains amis aussi, en série C, et j'allais oublier. Yes. Déjà, en première, j'ai commencé à faire les répétitions, les cours de répétition. D'accord. Maître de maison, maître d'études comme, et je gardais que maths, je faisais que maths et physique. D'accord. Donc jusqu'en terminale, j'avais toujours des élèves que j'encadrais. J'ai pas eu mon bac, j'avais la moyenne en classe, mais j'avais pas eu le bac. L'année qui a suivi, j'ai dit non, j'ai assez perdu du temps, franchement, parce que pour arriver en terminale, j'étais déjà âgé. Okay. Il est vrai qu'en apparence, les gens me voient comme genre toujours un jeune. On va y revenir sur ton secret de côté. Ne vous inquiétez pas. Toujours jeune, mais dans ma tête, je me disais non, j'ai assez perdu du temps et là, il faudrait aller rapidement. Je me suis inscrit en D parce que c'était possible. Et cette année-là, j'ai eu avec une mention bien. Ça ne veut pas dire que la série D est plus facile que la série C. Disclaimer. Non, mais c'est juste pour lui, ça a marché. Ouais. Il a quitté la série, il est venu en D et il a pu réussir. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça. Ça ne veut pas dire que la série D est moins plus facile que la série C. Non, pas du tout. Disclaimer. Non, pas du tout. C'est juste pour que... lui, ça a marché. Ouais. Il a quitté la série, il est venu en D et il a pu réussir. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça. Non, c'est pas systématiquement ça parce que j'avais vraiment de difficultés aussi à m'en sortir en biologie. Les autres matières c'était bien, mais pour juste la première année faire vraiment de la biologie intense, surtout au niveau des ADN, l'histoire de chromosomes et tout ça, c'était vraiment compliqué. Donc par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon bac et avec ma mention bien, j'ai pu obtenir semi-bourse ou demi-bourse, je ne sais plus trop, voilà, à l'ENIAM. À l'ENIAM. OK. Et je rappelle que depuis que j'ai eu mon BPC, je n'ai jamais eu de moins de 14 de moyenne. Ok. Jusqu'à finir d'ailleurs l'université. Okay. L'université. Ouais. Donc ensuite j'ai enchaîné comme ça. Et franchement les choses se sont déroulées exactement comme je l'aurais préféré. J'avance. Le challenge c'était toujours continuer à apprendre. Yes. On était à quel moment à ce moment-là? On était à quelle époque à peu près? Là j'étais déjà en 2000, je dirais 2007-2008. Demi-bourse à l'ENIAM, ouais. Oui, demi-bourse à l'ENIAM. Tu sais comment j'ai fait ça? Tu sais comment j'ai fait la demi-bourse à l'ENIAM? Ah oui. Vous êtes des génies. Normalement, les génies sont directement en bourse directe. Ah, je suis pas génie non plus, faut laisser de mais oui, ok. Quand j'ai commencé la première année, franchement, c'était la fierté des parents parce que mes autres frères, ils ont fait Calavi. Ok. Et tout le monde a fait Calavi. Voilà. UAC. Et à part mon autre grand frère d'ailleurs qui a décidé d'aller continuer ses études au Ghana pour l'anglais. Celui qui me tapait là? Oui. Il me tapait surtout à cause de l'anglais parce que lui était passionné à faire que l'anglais. Voilà. Donc on a fini cette année-là, première année, deuxième année. En première année, d'abord j'ai fait l'IG, informatique de gestion à l'ENIAM. J'étais premier major de ma promotion en première année là. Et j'ai continué le cursus comme ça. Okay. Et à l'époque, c'était DTS. Oui. Donc c'était sur 3 années. Et à l'ENEAM, il fallait avoir minimum 12 de moyenne pour passer en classe.
Non. C'était pas vraiment difficile pour moi parce que j'étais resté dans le rythme de minimum 14 de moyenne et donc j'ai terminé. Pour moi, j'ai terminé tard. Oui. Honnêtement, à une époque, même déjà quand j'étais en terminale et que je reprenais la D et que je devrais reprendre le bac, je me sentais vraiment en retard par rapport aux autres. D'accord. Déjà, des amis avec qui j'ai grandi, des gens qui ont, de mon époque, en griffe, qui ont les mêmes âges que moi, n'étaient vraiment plus à ce niveau. Ok. C'est en cela que je me disais, mais c'est vrai, j'ai fait des efforts, mais j'ai raté beaucoup de choses. Je me sentais vraiment en retard, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Mais sans vraiment relâcher. Oui. Sans vraiment relâcher la vision, sans vraiment relâcher l'objectif. Je me disais, je devrais gagner, pardon, gagner de l'argent parce que c'est la finalité. Oui. Et dans le même temps, essayer de continuer à apprendre. Tout à fait. Parce qu'il suffit tout simplement de quitter le système et t'es plus à la page. Ok, tu m'as revenir du coup. Donc, tu as fait la licence, tu as terminé. Oui. Tu te sentais vieux. Bon, en tout cas, voilà. C'est ça, hein, tu te sentais vieux par rapport aux autres, mais il a quand même tenu jusqu'au bout. Tu as fini la licence. Et ensuite, tu es rentré dans la vie prochaine. Exactement. D'accord. D'où le deuxième déclic que j'ai eu. À chaque fois, quand je prends de la hauteur, où il y a un événement majeur qui arrive dans ma vie, franchement, c'est décision personnelle. Et ça, je le dis toujours, tant que c'est pas personnel. Pour d'autres, aujourd'hui, ils peuvent dire conséquence conseil plus que conseil. Tu vois. C'est pas ivoirien, c'est conséquence qui conseille. Mieux Voilà. que le conseil. Mieux que le conseil. Pour moi, c'est des situations, c'est des vécus. Et après, le déclic arrive à partir de ça. Ok. Quand moi j'ai terminé, j'ai eu la chance à cause déjà de peut-être je suis habile, je suis social, j'essaye de m'intégrer très rapidement. Donc l'année en même temps, j'ai eu du boulot. Ok. Juste après la sortie, okay. voilà, j'ai eu du boulot, j'ai commencé à travailler en tant que développeur. Oui. Donc comme je le disais, j'avais fait l'informatique, donc je me suis spécialisé en développement. Le mal est que à l'époque, ce qui marchait le plus, le langage qui marchait le plus, c'était du PHP. Oui. Et entre griffes, aujourd'hui, je dirais que c'était du PHP basique. Procédural, si vous voulez. Voilà, procédural. Il y a beaucoup d'élèves qui ont aussi regardé ça. Donc, ouais. Mais ça faisait son travail. On pouvait réaliser des projets, des sites. En tout cas, c'était l'époque de tout ce qui est web. Mais c'était PHP qui portait un peu tous les projets web. J'ai continué à travailler en entreprise. Après, j'ai changé d'entreprise. Toujours en PHP, mais cette fois-ci, je me suis spécialisé en WordPress. D'accord. J'ai toujours continué à travailler. Après, j'ai changé également d'entreprise. Et je te rappelle que j'ai fait quand même environ 10 ans. Oui. En entreprise. En entreprise. Ouais. Et j'ai peut-être fait maximum 4 entreprises. D'accord. Est-ce que vous comptez bien les années? Parce que depuis on n'a pas encore donné de chiffres, on parle de 10 ans, de 3 ans, de quatrième à terminale, on donne les... Est-ce que vous calculez? À la fin, vous allez mettre en commentaire. Moi, j'ai fait 10 ans en entreprise. Et c'était en 2019. Yes. Précisément, mes problèmes avaient commencé en 2018. Je ne dirais pas problème. Mais une situation compliquée est survenue en 2018 où mon entreprise rencontrait des difficultés financières. Étant donné qu'en ce moment, j'étais déjà chef projet, je ne pouvais pas démissionner. C'est parce que j'étais à un niveau où je challengeais quand même d'autres développeurs. Et j'avais des projets qu'on devrait normalement terminer tout au moins. Et pas loyauté et pas respect. D'ailleurs, je rappelle, c'est important d'être loyal vis-à-vis de vos engagements. C'est très, très important. La loyauté. Oui. Et donc, avec mon patron, on a commencé. Il y en a qui ont démissionné. J'ai failli aussi. Mais je suis resté. Après, il s'est retrouvé un peu. Il a essayé de payer le salaire autant qu'il pouvait, peut-être à compte-gouttes ou à moitié, sur 3 mois ou 4 mois avant la fin de l'année de 2018. Mais en décembre, on a bien fêté. Ok. Et pour moi, je me suis dit, alors c'est relancé. Donc, je vais quand même répéter parce que c'est important cette partie-là. Donc, tu as plus de 10 ans d'expérience. Ouais. Il a plus de 10 ans d'expérience professionnelle. À un moment donné, malheureusement, en 2019, du coup, il y a eu des problèmes financiers. Ouais. Donc, les salaires se sont fait rares. Exactement. Donc, plusieurs mois, plus de 6, plus de 9, sans salaire. Et tu es resté. Voilà. Par loyauté. Les amis, moi, je ne peux pas. Non, je suis loyal, mais je ne peux pas. Ça, c'est moi.
Mais Xavier, il est resté. C'est une qualité qu'on va remercier, qu'on va applaudir. Mais tu es resté par loyauté et il s'est débrouillé quand même pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez fêter tout au moins. Et donc, tu t'es dit, ah, il y a de l'espoir. Exactement. C'était quoi la suite? La suite, c'est qu'on a enchaîné avec 2019. D'accord. Et les mêmes problèmes se sont fait remarquer. Et donc, sur les 6 premiers mois, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'en juin, il n'y avait pas de salaire. Et cette fois-ci, c'était plus long que l'année précédente. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, franchement, je mets du carburant dans la voiture, je viens, c'est vraiment compliqué pour moi et mes économies, franchement, je les ai tous limées. Mais à ce jour, j'arrive vraiment plus. Et j'ai des bouches à nourrir comme, et j'en peux plus. Donc derrière, je serai là, mais je vais commencer quand même à chercher des opportunités ailleurs. Et tu vas beaucoup m'excuser si j'en trouve. Donc franchement, je lui ai parlé c'est comme si on était des partenaires. Oui. Parce que pour moi, je me disais, en fait, je ne dirais pas que c'est pas que l'argent qui fait le monde. Tout à fait. C'est parce que peut-être derrière, j'ai d'autres sources de revenus et je me dis, bon, ça va. Parce que si t'as pas les moyens, je sais que c'est un peu compliqué. Oui, si t'as pas, moi, quand je parle, si j'ai rien à côté, comment je vais vivre, justement, parce que je suppose que toi, tu as dit, tu es entrepreneur. Donc, il y a des gens à côté qui te rapportent du cash. Exactement. Même si tu as des économies, il y a comme quelque chose qui te permettait de gérer. Voilà. Parce que c'est pas possible de venir en voiture tous les jours au boulot. Chef de projet, c'est comme quelqu'un qui est sapé sur lui, qui a une voiture, qui a un bon style de vie, et qui peut aller rencontrer des clients. Donc, dans tous les cas, tu es à un niveau donné où tu as quand même, une vie qui était, voilà. Et donc, ce rythme-là, ce mode de vie se finançait. Et si t'as pas le salaire principal qui te le donne, forcément, tu es obligé de piquer dans le capital. C'est pratiquement, tu l'as quand même vu, tu es comme allé le voir, tu lui as dit, patron, voilà. Je ne te quitte pas parce que j'ai pas été, j'ai fait 9 mois sans salaire, je suis resté par loyauté. Mais là, c'est compliqué. Je te l'avoue, c'est compliqué. Je ne m'en vais pas non plus. Exactement. Il a dit qu'il n'en allait pas. Il a dit, je ne m'en vais pas non plus, mais... Je reste et dès que j'ai une opportunité, je t'en parlerai et voilà, on verra. Donc, en fait, c'est une rupture à la mienne, quoi. Exactement. Mais j'attendais rien parce que je connais aussi sa situation. Je sais que c'est compliqué, surtout quand on est père de famille, quand l'entrepreneuriat, déjà, c'est pas donné à n'importe qui. Franchement, c'est pas un cadeau non plus. Tu peux gagner aujourd'hui, demain ne pas gagner. Mais au moment où tu gagnes, il faut savoir que demain, tu peux ne pas gagner. Et ça va te couvrir sur un certain nombre d'années après. Il m'a dit, OK, franchement, il y a aucun souci, j'ai aucun problème à ça. D'ailleurs, c'est normal, tu vois, parce qu'il était conscient aussi de la situation. Mais c'est en ce moment que mon deuxième déclic est arrivé. Okay. Professionnellement, je n'étais plus à la mode. Je m'explique. Je faisais que du PHP. On avait du projet PHP. Mais laisse-moi te dire que ce langage a beaucoup évolué. J'étais plus à jour. On a tous rencontré des professeurs à l'université qui font sur des années les mêmes matières, c'est-à-dire même contenu, pas de mise à jour. Sachant bien que l'informatique évolue tous les jours. Tu te sentais comme un peu quoi? Tu te sentais un peu comme les professeurs qui ne changent pas. Exactement, je me suis dit, voilà ce que je reprochais à mes profs à l'époque. Et je rappelle que pendant que nous on faisait du langage, on faisait du Turbo Pascal. Oui. Pour ceux qui se rappellent. Aujourd'hui, ce langage is down. On a fait du Pascal aussi, je pense, quand j'étais à l'université. Mais ça, plus personne ne le fait. Et je suppose que même à l'époque où l'on le faisait, franchement, à l'extérieur, dans d'autres pays, en Europe par exemple, les gens faisaient plus du C. Oui. C'était pareil. Okay. Toutes les offres que je voyais, maîtriser ci, maîtriser ça, j'ai dit, mais attends, quand est-ce que j'aurai un boulot du coup? Ah, c'est compliqué. C'est grave. Et t'as tout ce système de MVC qui était déjà sorti, ce process de programmation algorithmique qui est arrivé, qui a révolutionné les choses. Et moi, j'étais pas à jour. Oui. J'étais pas du tout à jour. Du coup, c'était compliqué. Franchement, j'ai les emplois, t'es rendu compte que t'étais pas du tout à jour. Pas du tout. J'ai passé 3 mois à faire des entretiens. Oui. Et honnêtement, je ne trouvais rien. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est très simple. Il faut apprendre. Ouais. Faut vraiment apprendre. Se mettre à jour, quoi. Se mettre vraiment à jour. Okay. Se challenger sur les nouvelles technologies, sur tout ce que tu peux. Et ça, c'est les jeunes qui ont la maîtrise de ça. On nous parle généralement d'auto-formation, mais en informatique, il te faut un bon projet pour maîtriser ce que tu as appris. Si t'as pas de projet, franchement, tu peux pas. Et il y a aussi l'autre opportunité, c'est que tu peux t'associer à un jeune étudiant qui est vraiment dans le nouveau système. Okay. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Okay. J'ai passé presque 3 mois à chercher de boulot, j'en ai pas trouvé.
J'ai un ami du quartier, un jeune qui a aussi commencé l'ENEAM en son temps. Mhm. Et c'est comme ça on est devenus amis. Et d'ailleurs, tu le connais parce que je l'ai rencontré ici à l'université de Rennes. Ok. Oui, il s'appelle Patrick. Ah, d'accord. Et Big up, Patrick. Ok, il d'accord, était avec d'accord. son ami Kevin, Ouais. qui est au Canada Qui est au actuellement. Canada maintenant. Et Bah, c'était les deux qui m'ont coaché big up, ouais. sur un projet que j'avais pris. Je savais que je ne pouvais pas. Oui. Et c'était un projet entre, je peux me permettre aujourd'hui, Vas-y. c'est pour Osso Group. Ok. Tu vois, Osso Group, c'est vraiment cet entrepreneur portnovien qui, en tout cas, côté pharmacie, Mhm. tout ce qui est recouvrement, Mhm. euh, plein de choses. Plein de choses. Et on devrait vraiment centraliser tout son projet sur une seule place. Tout se gère, quoi. Voilà. Ok. Donc, sur ce projet-là avec Patrick, J'ai associé que des jeunes. ouais, comme tu avais des jeunes qui t'ont en fait Que aidé des toi, en jeunes. fait, à monter en Voilà. compétence sur Que des cette jeunes. technologie-là, Et ouais. en ce moment, on ne fait plus genre, je connais, je maîtrise, j'ai quelque chose à apporter. Non. Faut dire que Patrick, c'est mon aîné. Patrick il a fait il était là un an avant moi, mais du coup, je venais juste après la promotion avec Patrick, et donc, c'est vraiment mon aîné, du coup, c'était devenu le mentor de Xavier parallèlement. J'ai dit, OK, voici la manière dont moi je programme. Mes process, les voici. Je sais qu'aujourd'hui, tout a changé. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Et c'est de là qu'on me parle de MVC. Voici le process actuel, voici comment il faut. Je dis, mais c'est une dingue, ça. Avant, on ne faisait pas objet orienté en PHP. Non, on faisait pas du tout. Et mais ces jeunes m'ont sorti je dis, mais allez, on part maintenant sur votre process. Je ne comprends pas grand chose, mais on fera le projet. Et c'est comme ça sur ce projet, franchement. Non. C'était, peut-être que j'allais prendre, je dirais, 2 mois à finir peut-être une bonne partie pour présenter aux clients. Mais je te promets qu'en un mois, on avait déjà le bout du tunnel. Okay. On avait vraiment déjà le bout du tunnel, quoi. Et c'est comme ça, c'est reparti. J'ai dit, OK, à partir de maintenant, ça, c'était mon déclic. Je dois apprendre, je dois continuer, je dois vraiment être meilleur que celui que j'étais hier. Et ça, dans tous les sens. Alors, en tout cas, sur tous les plans, si je peux me le permettre. Donc, c'est très intéressant parce que, tu t'es rendu compte que tu étais, on va dire, dépassé. D'aucuns auraient dit, ok, y a pas de souci, dans tous les cas, je recrute, je crée des projets, voilà. Toi, t'as pas vraiment recruté, mais tu es plutôt allé en toute humilité vers la jeunesse pour qu'ils puissent, en fait, te montrer ce qu'ils font aujourd'hui et que pas ricocher, que ça va te mettre à jour, même si c'est un minimum par rapport à ça et découvrir au moins ce que c'est. Ok. Et du coup, comment ça s'est matérialisé derrière? T'as pu avoir un emploi par rapport à ça? Oui, après ce projet, j'ai eu le courage de me lancer aussi en freelance. D'accord. Sur les plateformes. Okay. Parce que là, maintenant, j'ai quand même quelque chose sous la main, tu vois. J'ai quelque chose. Je me suis dit, allez, vas-y, ça ne tue pas, on va y aller. D'accord. C'est comme ça que j'ai rencontré un promoteur français qui m'a parlé de projet wet.page. Je sais qu'à Cotonou, on a quand même fait, voilà, je dirais peut-être des centaines d'emplois sur ce projet. Wet.page, on l'a développé. Toute la partie administration, paiement, tout a été développé. Je précise que OnePage, c'était c'est un projet qui mettait beaucoup les rédacteurs et Exactement. les blogueurs à peu près c'est de la rédaction, à disposition pour pouvoir rédiger du contenu et les diffuser, les vendre en tout cas partout dans le monde, parce que c'est des clients un peu partout. Et donc c'est ça quand même quelque chose que moi j'ai entendu parler de ça pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de connaissances qui ont travaillé de manière du coup indirecte avec Xavier. Mais voilà, du coup, Whitepage, donc c'était comme un c'était vraiment mon gros projet et ça s'est très très bien passé. On a jusqu'à même à une époque, on était obligé de créer une entité au Bénin pour vraiment gérer la partie rédaction, correction et toute la partie achat se fait en France. Tu peux venir, tu achètes en réalité en fonction du nombre de mots que tu veux et la thématique. Et nos rédacteurs rédigent directement sur la plateforme. Parce que avant l'avènement de cette plateforme, c'est que tu le faisais sur Word, tu renvoyais, on corrigeait et puis non. Directement, tout se fait sur la plateforme. Et on a donné également l'opportunité aux clients qui ont des sites WordPress de pouvoir téléverser directement. C'est-à-dire à partir de la plateforme, tu crées, dès que l'article est prêt, en clic, ça pouvait aller créer sur ton site via un plugin. Ok. Donc ensuite, c'est le projet de Whitepage qui m'a donné plus d'ouverture
Mais quand, ça donne beaucoup d'argent aussi, donc. C'est pas là, beaucoup de Ouais, Moi, je sais, il dit qu'il a dit qu'il gérait les paiements. Donc, on venait payer en France, ici, en euros. Lui, derrière, comme c'est l'administrateur, c'est lui qui devait reverser ça au rédacteur. ouais. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose à faire. Qui prenait les frais de conversion, le reste, là. Toi qui prenais. Ben, tout projet, c'est de l'argent d'abord, ça rapporte. Mais ça m'a permis de réfléchir aussi autrement. D'accord. Je me suis dit, si quelqu'un en France, au lieu de payer les développeurs là-bas, décide de payer un développeur en Afrique, et d'ailleurs avoir de la main d'œuvre en Afrique pour faire le job, c'est qu'on a quelque chose à vendre. Tout à fait. Et ce quelque chose, il faudrait vraiment avoir l'expérience qu'il faut pour se revendre ailleurs. Oui. Et moi, dans l'optique de toujours apprendre, ne jamais cesser d'apprendre, à cause de mes difficultés rencontrées en 2019, je me suis dit, quoi qu'il en soit, il faudrait que je continue. Parce que jusque-là, je n'avais que ma licence. Oui. Et avant, tu vois, avec le bac, ça marchait. Ouais. À une époque, c'était BTS. Avec BTS, aujourd'hui, c'est minimum, c'est que c'est licence. Oui. Et à ce jour, je te parle, c'est minimum master. Master. Donc je me suis dit non, je veux pas rester à la page. Demain ce sera d'autres. Et demain ce sera d'autres. Et aujourd'hui, tu vois, des jeunes qui sont docteurs, des PhD et tout ça, et je me dis mais non, on doit pas s'arrêter. Tant qu'on vit, en vrai, on doit pas s'arrêter. Yes. Et l'événement majeur qui est arrivé, c'est que à mes 37 ans, j'ai décidé de tout arrêter pour reprendre les études. Je répète encore, il n'y a pas dit ça assez fort. À 37 ans. Donc, si vous avez bien compté, on a parlé de 8 fois, on a parlé de 20 ans, on a parlé de 10 ans, bref, on a parlé beaucoup de calculs, mais le chiffre est sorti. À 37 ans, Ouais. il a tout plaqué pour partir à l'école. Dis-nous. Et ça, quand j'en parlais à mes amis, ils me disent, mais moi, je peux pas. C'est fou. Ouais. C'est vraiment fou. Tu vas laisser le Comment boulot. tu vas... Genre, c'est pas possible. Ouais. Reprendre à zéro, c'est, dans son propre pays, c'est acceptable. Oui. Tu vois? Oui. Généralement, on a connu des gens qui sont peut-être, directeurs quelque part, voilà, exactement. Ouais. Mais pour moi, c'était pas ça. Oui. Je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment un cours initial. Pourquoi ce choix? Tu aurais pu prendre une formation pour durer un bootcamp de 9 mois, de cours du soir comme on a dit et tout. Pourquoi t'as pas fait ça? Et tu as décidé de repartir sur les bancs, un mode étudiant, collégien, étudiant à l'université. Dans un premier temps, c'est d'abord culturel. D'accord, vas-y. Et le mindset. Je voudrais découvrir, c'est parce qu'on dit le milieu que dans lequel tu es influence d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et moi, j'avais toujours cette phrase qui dit, lorsque tu as 2 amis milliardaires, ou si tu chemines avec 2 milliardaires, c'est que le prochain, c'est toi. Oui. Si tu as 2 amis qui font que boire à la longueur de journée, c'est que le troisième, c'est toi. Ok. Donc pour moi, je me dis, mais non. Vraiment, je veux me retrouver dans un milieu où on a les mêmes visions, les mêmes idées, des gens qui ne dorment pas. Sur ce projet, White.page, il n'a que 25 ans, le promoteur. Ah bon? Et oui. Et il est comptable. Il n'a rien à voir avec le secteur de l'informatique. Okay. Mais pourquoi avoir pensé à ce projet? Un comptable n'a rien à faire. Mais quand tu l'écoutes, quand tu échanges avec lui, tu te dis, c'est quelqu'un qui a des opportunités à portée de main. Quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit non, c'est plus facile pour toi de lancer tel ou tel projet, même si tu n'as pas la compétence nécessaire, mais de t'entourer des gens qui ont, et tu parles de ta vision, et ça va. Tu as la main d'œuvre à portée de main tout de suite. C'est vrai que ça peut te coûter. Mieux encore, il y a des projets qui sont portés par le gouvernement. Même pas la localité, genre la mairie ou un truc comme ça, tu as un bon projet, ils vont financer ton projet. J'ai dit, mais moi, j'ai rien de tout ça dans mon pays. C'est clair. Comment ça se fait? C'est pas possible. Ok. Mais moi, je savais pas qu'ici en France, je pouvais avoir mon projet en localité. Hein. Bien sûr. Ah, bon, alors. Et je te dis, j'en ai fait d'ailleurs. On va en reparler peut-être une autre fois. Yes. Mais ici, j'ai créé quand même une association et on en parlera. Donc, tout ça, en repérant toutes ces informations, pour moi, je me suis dit, ok, d'abord, dans mon archive, dans mes to-do, j'ai envie de reprendre mes cours. Oui. Mais je veux pas les reprendre au pays. Parce que je vais rester dans le même système. Et moi, je vais changer de système. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. J'en connais pas beaucoup. Je connais un peu la culture des États-Unis et de la France. Alors, j'ai essayé les deux.
Ok. En vrai, j'étais pas censé venir en France. Faut Ok. te dire. Tu as fait les deux. Tu as J'ai fait essayé les deux. loterie Visa. J'ai fait la loterie Visa, ça je t'en parle même pas. Ok, Je le fais d'accord. depuis 2011. Ok. Et chaque année, je le fais. Toujours. Depuis 2011, c'est Depuis parti 2011. quoi. J'ai jamais raté une seule année. J'ai toujours essayé. Ok. Et ça n'a jamais marché d'ailleurs. Mais je me suis jamais découragé. Ok. Et après, je me suis dit, ben, à côté de ça, à partir déjà de 2021, j'ai dit, OK, je check aussi pour l'université. Ok. Et là, en 2022, ben, j'ai eu l'acceptation pour les deux pays. Les États-Unis Et la France. et la France. D'accord. Par contre, j'ai de l'avantage par rapport à la France Oui. en matière de coûts. Oui. Déjà que je dois payer par rapport à l'université. Et de la vie dans sa Et en globalité. général. Oui. Et aussi de la langue, forcément. C'est ça. Mais moi, j'ai vraiment pas, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'apprendre. Je sais que je serais même mieux en étant aux États-Unis si j'avais les moyens qu'il fallait qu'en France. Ok. Mais bon, comment le dire, rien n'est à. Rien n'est Et j'ai pas encore dit le dernier mot. C'est possible dans deux ans qui parlent américain. Tout est possible. Yes, ok. Tout est possible. D'accord. Et donc, voilà. j'ai postulé. L'université m'a contacté. Donc, c'est compliqué de décider de reprendre les cours, de mettre son ego de côté, de se poser des questions, de faire le choix de redevenir étudiant. Et là, pas n'importe quel étudiant. C'est-à-dire que tu vas fréquenter avec des moins jeunes que toi. Des gens qui ont à la rigueur 20 ans, 22 ans. De moins. Ça peut être des enfants, hein. Alors, je viens de vous dire que c'est possible. Regarde, les enfants, dans la classe, il pourrait être dans la classe de ses enfants. Exactement. Oui. Et j'en faisais partie en plus, donc et voilà. On s'est rencontrés, mon gars. Exactement. On s'est rencontrés physiquement, en tout cas, dans le cadre de ces études-là, où justement, je découvre un monsieur béninois qui vient d'arriver. Et il y a un truc on va parler un peu des anecdotes quand même, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans cette période-là. Ouais. Et il y a beaucoup d'anecdotes et moi, personnellement, je sais que quand j'ai appris pour ton âge, j'étais choqué. J'étais choqué. Comme tout le monde d'ailleurs. Comme tout le monde. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as 3 anecdotes à raconter par rapport à ce parcours-là, ce retour à l'université? Je te rappelle de particulier. J'avoue que je pensais que ce serait facile. Ah bon? Oui. Déjà à l'ENEAM, on nous a toujours dit c'est le même système que la France, dans ma tête, je serais pas dépaysé. Et à l'ENEAM, à une époque, déjà je pense dans la 3e année de DTS, c'est que soit on allait au cours de 7h à 13h ou 14h, je ne me rappelle plus, ou soit tu es de l'après-midi, donc il y a une semaine qui est programmée. Dans ma tête, je pensais que c'était ça. D'accord. Et donc je suis arrivé, mais les cours en initial, c'était vraiment du matin jusqu'au soir. C'était KO. Et là, je dis non, là, je me suis pas du tout préparé à ça. On nous a menti. On m'a menti. On nous a menti. Et d'ailleurs, sur beaucoup de choses. Oui. L'autre partie qui m'a un peu aussi touché, c'était en pleine composition. On avait un examen. Je pense que très peu de gens vont se rappeler. D'ailleurs, j'aime pas vraiment partager, c'est pas que ça me dérange, mais dire mon âge, ça change bien que je fais classe avec des jeunes et tu l'aurais remarqué. À aucun moment, je ne me permets de dire, ouais, je suis votre grand frère. J'ai toujours eu cette humilité de vraiment me rabaisser pour apprendre des autres. D'ailleurs, toi, tu peux témoigner. J'étais beaucoup dérangé pour que tu m'expliques telle ou telle chose. Je peux finir mes devoirs, je t'appelle, je dis, OK, j'ai besoin de toi, telle chose, j'ai pas compris. Mais c'est ça. Absolument, absolument. Bah, moi, je suis du genre à travailler dans la nuit. Et du coup, jamais il dort un peu tôt. Du coup, bah, il n'a pas besoin de voir pourquoi des choses. Donc, je lui dis, appelle-moi à minuit. Il dit, oh, happy. Oui, mon gars. J'ai passé déjà toute ma journée et il fallait travailler encore à 2 heures. J'ai dit, ce système, c'est vrai, mentalement, j'étais prêt, mais pas pour ça. C'était vraiment compliqué parce que les seules possibilités qu'on avait pour réellement travailler ou réviser, c'était la nuit. Parce qu'il fallait aller au cours de 8h à 18h. Fini pour nous qui avions des jobs étudiants, aller travailler. Et cette partie, c'est... Tu n'as pas dit, tu as pensé l'anecdote par rapport à l'université, à l'examen. Oui, voilà. Concernant les examens. En pleine, je pense en plein devoir, on nous avait demandé de sortir nos cartes étudiants. Ok. J'avais déposé sur ma table. Oui. Il y a un camarade dont je vais taire le nom qui a regardé ma carte sans rien me dire, il a pris une photo. Et après il dit, nom de Dieu,
Il est de telle année. En ce moment, je pense, j'étais en train de vouloir enchaîner sur les 39 ans. Donc pour moi, j'ai rigolé. Et il m'a reposé la question. Il dit, t'as vraiment tel âge? Parce qu'il a calculé rapidement. J'ai dit oui. Il m'a dit non, c'est pas vrai. J'ai dit, mais c'est vrai, je peux pas te mentir. Il dit, mais t'es un vieux. Il le disait pas méchamment. Mais t'es un vieux. Il dit, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Et pour moi, je pensais que c'était ok, quoi. On a fini, on a composé. Et à la sortie, je vois 2, 3 personnes qui viennent vers moi. Ah, c'est vrai, Xavier. C'est vrai, c'était à tel âge. C'est vrai, je peux voir ta carte? Non, mais sérieux. J'ai dit, mais attendez, quand même. Un peu de respect, un minimum. Et ils ont commencé à se moquer comme ça. J'ai dit, bah, fais pas attention, ce sont tes enfants. Essaye de, Je les laisse. voilà, allez, vas-y. C'était pas vraiment pas facile. Mais j'ai géré. Ouais. Je suis rentré chez moi, j'ai continué ce que j'ai à faire. J'ai dit, OK, la fin, on verra bien. On verra bien la fin parce que on est là pour réussir, on est là pour des objectifs. Et moi, mon objectif, c'est de vraiment finaliser, finir mes cours, avoir mon diplôme et l'expérience, la suite, nous le dire. Tout à fait. Fais-moi l'anecdote, du coup. Alors, là, c'est la partie financière. Ok. Comment tu gères, voilà. Oui, ça, c'est la partie financière. Je dirais qu'on m'a menti sur certaines informations concernant, et là, en même temps, je dis pour ceux qui sont plus âgés et qui veulent quand même venir en France, de se préparer non seulement mentalement, mais aussi financièrement. Okay. En tant qu'étudiant, normalement, on a des privilèges. Ok. Normalement. Mais à un certain âge, vous n'en avez plus. Mais ça se dit pas. C'est la réalité du terrain et vous allez rencontrer. La belle preuve pour le petit exemple que je pourrais donner, c'est déjà par rapport au titre de transport. Oui. Ou quand tu es étudiant, tu payes 18 €. En tout cas, quand tu es sur Rennes. Oui. Ça, c'est étudiant. Étudiant. Quand t'es pas étudiant et que tu es dans la tranche d'âge, tu es dans les 53 €. Oui. Ben, moi, je suis étudiant et je paye 53 €. Oui. Donc voilà. Et moi, je paye rien. Donc, il y en a, ils payent rien. Quand t'es étudiant, t'as de revenus et puis tu payes pas. Et c'est aussi pareil, hein, c'est toujours multiplié par 3. Même pour l'assurance habitation, il y a pas mal de choses comme ça où, franchement, à un certain âge, on ne te considère plus vraiment comme étudiant, même si tu es étudiant. Tu sais, parfois, moi, je trouve que la France est dure avec les jeunes. Eh non, moi je te dirais c'est le contraire. Parce que quand tu es par exemple en stage ou en alternance, ton salaire est proportionnel à ton âge. Et donc quand tu as 19 et 21 ans, tu as un salaire qui est plafonné. Pareil, quand tu sais pas, tranche d'âge, et plus tu grandis à un moment donné, plus ça augmente. Donc pour moi, c'est que plus on est grand, comme toi, et plus on a nécessairement d'argent. C'est vrai que sur les avantages, c'est différent. Là, tu parles d'avantages. Pas vraiment de salaire et de rémunération pure. Même pour ça, c'est limité. Ok. Tu vois. Même quand tu parles, par exemple, de l'alternance, déjà à plus de 30 ans, tu peux pas faire l'alternance normale. Oui. Et moi, je ne rentre pas dans ce cas. La différence financière que tu pourrais remarquer, c'est entre 25 et 30. Au-delà, franchement, il y a rien. En dessous, certes, tu peux ne pas gagner même chose comme quelqu'un qui a 28, mais déjà quelqu'un qui a 31, c'est fini. Ok. D'ailleurs, je vais revenir sur ça parce que tu viens en France. Comment tu prépares ta venue en France pour pouvoir tenir financièrement? Loin de tes, voilà, comment tu gères, c'est quoi les sources de, comment tu vis, combien ton loyer en France? Comme tout étudiant, j'ai aussi eu un job étudiant. Ok. Il est vrai que ce que je gagne ne pouvait pas me permettre de faire tout ce que je veux. Tout à fait. J'ai toujours mes activités au pays. Cette partie d'entrepreneuriat n'a jamais été supprimée. Donc même avant d'arriver en France, j'ai essayé de renforcer certaines activités, supprimer d'autres pour avoir plus de capital pour renforcer d'autres. Okay. Donc j'ai toujours conservé certaines activités au pays. C'est vrai qu'il est difficile de transférer de l'argent depuis le CFA vers l'euro. C'est pas bien pour les activités, mais ça aide. Oui, okay. Tu vois, à des moments donnés où je suis dans des difficultés, où je me rends compte que là, ça ne peut pas tenir ce mois, ben, je récupère de l'argent du pays que je, et dès que c'est bon, je peux y retourner. Et parfois, je me crée des dettes. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai que des dettes pour moi-même. Je me dois à moi-même. Donc, c'est bien. En dehors de ça, j'ai aussi cultivé cette idée d'entrepreneuriat en France. Tu l'aurais remarqué. Je suis devenu ami à ce site qui est Le Bon Coin, où j'achète des choses et que je revends.
Donc, j'ai créé également au fil du temps des sources de revenus en France pour me permettre voilà. De Donc, suivre, quoi. exactement. Donc, j'ai mon job, j'ai des activités à côté et puis j'investis dans les achats et je revends. Donc, pour résumer, en fait, ce qui t'a sauvé, c'est déjà, tu as des activités. Tu vas vraiment dire, donc, quand tu vas vraiment parler des activités que tu avais à Cotonou. Tu as juste dit des activités. Dans quel secteur? C'est le Alors, commerce toujours? C'est en général? le commerce en général et d'autres activités comme par exemple Zim, c'est-à-dire tu achètes une moto que tu confies à quelqu'un sous un contrat et ça te génère des surplus, voilà. D'accord. Et ok, tu connais Ok. cette activité Oui, tout à d'ailleurs. fait. Donc, Tout à fait. Donc, en fait, tu as des moyens de transport, quoi. Donc, tu es dans voilà, le transport, dans le commerce. c'est ça. Tu veux pas buy money aussi, moi, tu donc, Oui, ouais, Western. j'ai aussi un Western. Voilà. Donc, il y a tout à fait. J'ai une agence de Western Oui. et aussi Mobile Money, tout ce qui est transactions mobiles. Comme il a dit, il faut être prêt financièrement. Il faut être prêt financièrement. Il faut créer des choses comme Ouais. ça avant de venir, des choses qui tournent. Mais comment je sais même de venir, mais c'est pas compliqué de gérer ton entreprise. Tu as des employés et tout là-bas. Oui, j'ai des Comment tu employés. gères ces employés? Ça va vous intéresser les entrepreneurs comme nous qui sont, voilà, nous les étrangers, nous qui sommes de la diaspora, comme on aime l'appeler, et qui avons, mais qui voulons lancer des business en fait dans nos pays. Comment toi, tu arrives à gérer tes équipes, tes business en étant en France et tout? Comment ça se fait? Je pense que c'est compliqué d'être ici et de mettre en place une activité là-bas. Okay. Je m'explique. C'est-à-dire, quand tu es déjà en France et que c'est maintenant que tu veux mettre en place une activité au pays, c'est qu'il faut trouver la bonne personne, ce qui est difficile. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà commencé. J'avais déjà l'équipe. Tu vois. Après, c'est vrai que j'ai agrandi l'équipe, mais c'est plus facile que l'équipe, à l'instant T, puisse encadrer les nouveaux. Donc, c'était vraiment facile bon, je dirais pas facile, mais c'était l'avantage que j'avais. Du coup, j'avais déjà l'équipe, les gens en qui je pouvais faire confiance, et on avait déjà la même vision, chacun savait ce qu'il devrait faire. Et de la supervision jusqu'à la vente. Après, quand t'as envie de gagner, n'hésite pas vraiment à dépenser. C'est vraiment important. Parce que pour quelqu'un qui s'occupe de ton chiffre d'affaires ou s'occupe vraiment de ton argent, ne fais pas le malin. En gros, il faudrait le mettre bien le payer, c'est ce que j'aurais dit. Il faudrait qu'il soit bien rémunéré pour qu'il n'ait pas des idées, voilà. Vous entendez? C'est l'argent qu'il faut donner aux gens pour pouvoir les satisfaire pour qu'ils n'aient pas de mauvaises idées. En tout cas, c'est l'argent qui amène l'argent, quoi. Exactement. C'est l'argent qui amène l'argent. Voilà. Okay. Et comme le dit Willem, pour donner quelque chose, c'est qu'il faut aller chercher quelque chose et le donner en retour. Donc, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Aller puiser des sources, peut-être de mon boulot ou de mes activités, pour venir renforcer en réalité cette équipe. Parce que je sais que derrière, peut-être ce qu'on génère ne peut pas vraiment m'aider à gérer toutes mes activités. Du coup, à des moments donnés, on doit pas hésiter à faire une fiche genre de prime, meilleur employé du mois, pour challenger également l'équipe, pour qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Parce que si tu leur donnes rien, ce sera de la routine. Donc à un moment donné, quand tu sens que les gens sont plus vraiment motivés, crée un événement ou un mouvement qui va redonner quand même, rebooster un peu l'équipe pour que les gens puissent te dire, ah non, j'ai tel emploi avec mon patron, je suis vraiment bien, parce qu'il pense à non, et c'est ce qui a marché pour mon cas. Donc, tu avais comme développé une certaine culture d'entreprise, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que les salariés ne se sentent pas juste, voilà, un pion dans ton échiquier. C'était comme des gens qui se sentaient comme être importants, qui participaient aussi à ce projet-là d'une manière ou d'une autre. Exactement. Donc, il faut toujours chercher à être un leader que d'être un patron. On parle d'association. Oui, j'ai créé une association aujourd'hui, dont je suis le président. Mon mandat, c'est 1 année d'ailleurs. Et ce que nous faisons, c'est qu'on aide les personnes les plus âgées à gérer toutes sortes d'inscriptions en ligne, tout ce qui est administratif en gros. Donc tout ce qui concerne papier administratif, franchement, on se déplace avec nos ordinateurs, connexion même si nos clients n'en ont pas. Et derrière, c'est sans rémunération. Du coup, on part d'une cotisation par les membres. Pour alimenter, on participe au foie. Et après, on a déposé un dossier auprès de la mairie pour nous subventionner. Et généralement, si tu te renseignes, vous avez entre 15 000 ou 20 000 euros selon le projet que vous avez. Donc, il faut se faire aussi accompagner par un notaire entre griffes, mais des associations existent quand même pour vous orienter, pour bien mener votre mission. Tant que c'est à but
Ok. Hum, C'est associatif, Voilà, c'est c'est vraiment associé. humanitaire, en tout cas, Exact. Dès que c'est dans ce domaine, ok. vous avez, voilà, Ça, c'est très intéressant. l'accompagnement. C'est très, très intéressant. Ouais. Pour nous, aujourd'hui, ça nous permet, franchement, et on a élargi, au-delà des personnes les plus âgées, on s'occupe également des personnes en difficulté irrégulière, c'est-à-dire les gens qui n'ont vraiment pas les papiers, qui sont, voilà. On essaie de les orienter, essayer de voir s'ils ont besoin peut-être d'un avocat, parce qu'il y a quand même des avocats de la partie civile Ok. qui sont de façon, qui travaillent pour la mairie ou qui n'ont Yes. vraiment, qui sont pas rémunérés par le client directement. Bon, pour résumer, du coup, je suis arrivé en France, licence, master 1, master Master 2. 2. Tu rapatriais de l'argent depuis Cotonou pour pouvoir survivre. Job étudiant, quoi encore? Association, Ouais. vente, achat-vente sur le bon coin. Sur Bon Coin, je touche un peu de tout, Voilà. pour essayer de fructifier ce que j'ai. Et du coup, le master, il s'est terminé. Hmm. Pour moi, c'était une réussite. Voilà. C'était une étape, une franchie. Je vais donc savoir comment toi, tu l'as vécu, toi, le master, vu que c'était un objectif et tout ça. Ouais, pour moi, c'est d'avoir accompli quelque chose dans la liste de ce que, dans ma to-do list. Il est vrai que malheureusement, papa n'est plus là pour voir ce que j'ai pu accomplir, Personnellement. père à son âme. Mais je sais que depuis là-haut, il devrait être fier. Yes. Et on n'a pas encore terminé, parce qu'on a encore d'autres missions qui vont forcément arriver d'ici les années à venir. Et aujourd'hui, on a le diplôme, on est diplômé, on a le master. J'ai également un travail en CDI et je continue mon parcours ainsi. Ça n'a pas été compliqué de passer d'étudiant à CDI, toi? Par contre, c'est une galère en France de passer d'étudiant à salarié, pour beaucoup de personnes en tout cas. Non, pas du tout. Je dirais que je suis le plus chanceux. Déjà par rapport à mon parcours en France, Yes. et j'ai eu beaucoup de chance. Ok. Je dirais pas peut-être chance pour d'autres, c'est la confiance en soi et le travail acharné. Yes. En France, à un certain âge, tu peux plus bénéficier de l'alternance déjà. Tu peux pas faire l'alternance normale, classique qu'on connaît. Il y a une autre forme d'alternance pour les apprenants, mais faut passer par France Travail et tout. Et ça, c'est vraiment pour les chercheurs d'emploi. Mais moi, j'ai eu la chance que mon entreprise via laquelle j'ai eu à faire mon stage a vraiment décidé de me garder pour l'alternance. Il y a une anecdote par rapport à ce truc-là. Il y a une anecdote par rapport à comment est-ce que tu as fait pour négocier ou pour signer ton contrat d'alternance. Tu vas le raconter ça? Ça, c'est vrai. Il y a une anecdote. Mais je raconte pas ça souvent parce que c'est lié vraiment à l'université. Je dirais tout simplement que c'est un accord qui a été signé avec mon entreprise et l'université. Donc, pour me permettre réellement de faire le même parcours que ceux qui sont en alternance. Yes. Et on a trouvé la formule idéale qui est un stage alterné. La seule différence, c'est que je fais le parcours comme ceux qui font de l'alternance normale, classique. Sauf que moi, je ne suis rémunéré que quand je suis en entreprise. Donc, c'est la seule différence. Mais tout s'est bien passé. Je remercie d'abord au passage le responsable de la filière qui s'est vraiment donné de la peine pour que ça soit chose faite. Parfait. Parce que c'est pas facile, effectivement. Je me suis rendu compte d'après contact que c'était pas facile d'avoir une alternance en dehors de cet âge. Et oui, le stage à télé, c'est quand même une solution. Peut-être que les gens ne connaissent même pas le stage à télé, mais quand vous dépassez l'âge pour faire l'alternance, n'hésitez pas, en tout cas, tout au moins essayer cette alternative-là où vous avez un contrat, une convention de stage classique de 6 mois, renouvelé autant de fois que vous voulez, mais l'entreprise, elle vous considère en stage, mais quand vous êtes à l'école, vous n'allez pas payer. Vous êtes payé quand vous êtes en entreprise. Vous verrez à l'école et en plus, vous êtes rémunéré pour pouvoir en jouir tout au moins et avoir en fait cette continuité là où vous êtes à la fois en entreprise et à la fois en école, ce qui a facilité dans ton cas, toi par exemple, et tout ton CDI après, une fois que tu as fini ton master. Exactement. Okay. Mais ça, c'est comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est propre à chaque université. C'est à l'université ou à l'école de décider réellement voilà, s'ils ont ça dans le programme ou pas. Parce que d'autres vont se poser la question, est-ce que c'est légal si ça ne fait pas partie de leur programme? Absolument. Donc, voilà. Donc, mais qui ne tente rien à rien. Voilà. Osez poser des questions, faites des recherches par vous-même. Il y a forcément l'information que quelqu'un vous donne et qui a évolué.
Donc, il vous parlera forcément par rapport à son époque. Et peut-être les choses ont évolué, les choses ont été revues peut-être à la baisse ou à la hausse. Cherchez l'information et vous serez aussi à jour. Ça permet toujours d'avoir l'information qui est sûre, parce que tout est sur l'Internet en tout cas. Absolument. Ok. Donc aujourd'hui, tu es en CDI. Aujourd'hui, je suis en CDI. Tu t'y plais? Franchement, ça va. Une chose est sûre, j'ai appris de mes erreurs, qu'il faut jamais se fier à une seule source. Il faut toujours continuer à apprendre. Ça va forcément vous démarquer des autres. Euh, c'est le minimum, tu vois, qu'on puisse faire. Est-ce que tu te sens aujourd'hui plus à jour maintenant qu'hier? Oui et non. Je dirais oui et non parce que aujourd'hui il y a tellement de niches. Mhm. Tu vois, on finira par ne plus faire que du développement dans le futur. Donc il faudrait vraiment chercher les niches sur lesquelles on pourrait se positionner pour essayer de continuer. On peut nous parler du no-code, on s'en fout. Mhm. Mais il faut voir ce qui fonctionne, ce qui marche aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on sait que l'IA est en train de prendre le monopole. Donc, on peut plus se contenter de ce qu'on faisait les années antérieures. Donc, c'est bien, c'est déjà une très belle chose, mais il faut être actif. Mon avis, tu te tiens actif aujourd'hui. Comment tu te tiens à jour en dehors? Bien, souvent pour les gens, le master, c'est peut-être la fin. Pour beaucoup de gens, avoir le master, c'est déjà être à un niveau donné où, oui, je peux aller dans la vie professionnelle, je peux avoir un boulot. Si j'ai un boulot, c'est fini. Plus besoin de se former forcément. Donc toi, aujourd'hui, comment tu te tiens au courant? Comment tu te tiens informé? C'est de la veille technologique. Ok. Forcément de la veille technologique. Et je surveille les tendances salariales. C'est important pour moi parce que j'ai envie de gagner beaucoup. J'ai envie de gagner un bon salaire. Donc, déjà dans mon domaine en informatique, je cherche à voir les branches qui sont les mieux payées et quelles sont les certifications que je pourrais obtenir dans ces domaines pour me positionner. Parce que quand vous avez le diplôme, le master ou le doctorat, après, il vous suffit tout simplement, vous pouvez aller partout, surtout en informatique. Mhm. Il suffit de vous positionner sur ce qui marche, une certification, 2, 3, et vous pouvez vous positionner sur le marché d'emploi. Donc, pas besoin d'être spécialiste, parce qu'on sait que avec l'IA, on peut beaucoup, donc ça aide à faire beaucoup de choses, mais il faut apprendre à l'utiliser aussi. Absolument. Ok. Merci Xavier pour ça. Je pense qu'on a un peu brossé tout ça. On a parlé de ton enfance, de ton adolescence, de ton université. J'avoue, c'est la première fois que Il y a beaucoup de je choses fais que un vous avez parcours dit. comme ça. Là, on est un peu, on va pas dire réussi, mais on est comme à un niveau où, voilà, aujourd'hui, car déjà, avec beaucoup de difficultés, Ouais. tu y es arrivé. D'ailleurs, en parlant de difficultés, si tu dois donner aujourd'hui trois difficultés que tu as rencontrées, genre vraiment trois principales difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es arrivé en France. La première, déjà, il y en a beaucoup. Déjà, se réveiller, c'est une difficulté. Donc voilà, Je te promets, se réveiller, déjà, c'est une difficulté. oui, c'est... Donc, il faut déjà, dans un premier temps, apprendre à sortir de sa zone de confort. Mhm. En tant qu'étudiant, c'est pas comme chez nous au pays où tu peux faire des choses dans ton coin et espérer réussir. Il faut vraiment, quand tu es timide, c'est compliqué. Ok. Il faut vraiment te rapprocher des autres. Donc ça, pour moi au début, c'était déjà, je suis quelqu'un qui vraiment, j'essaie de m'adapter très rapidement, mais la solitude n'est pas vraiment quelque chose qui, pour moi, faisait partie de mon quotidien parce que j'aimais bouger beaucoup. Mais là, arrivé en France, j'étais obligé de rester soit entre mes quatre, mais me concentrer sur réellement ce qui m'amène. Mhm. Et ça, la solitude, ça peut tuer. C'est énorme aussi. Oui. Combien de difficultés? La Voilà. solitude. Ensuite, Deuxième difficulté. c'est le travail. Le travail. Quand je dis se réveiller, c'est déjà Difficile. difficile. C'est qu'on n'a plus la notion de 24 heures. Mhm. Tu vas à l'école 8 heures à 18 heures. Yes. Tu vas faire ton job étudiant de 19 à 23 heures. Tu rentres chez toi peut-être minuit au-delà pour d'autres qui sont dans d'autres régions. Tu dois réviser tes cours, peut-être dormir 2 heures, 3 heures, et tu te réveilles et c'est l'enchaînement. Comme je dis souvent aux gens, on dort le lendemain. C'est clair. C'est-à-dire qu'on ne dort jamais le jour, mais on dort toujours le lendemain. Donc, et pour finir, je parlerai du changement climatique. D'accord. C'est tant qu'on a d'hiver où tu n'as pas le choix, tu sors la nuit pour aller au cours et tu rentres à la nuit. Je m'explique, il y a des saisons où il fait noir à 8 heures
et à 17h, il fait noir. Oui. C'est-à-dire, il fait nuit tout simplement. Décembre à mars, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, tu sors de chez toi, et tu rentres chez toi toujours la nuit. Et il y a aussi le contraire. Le soleil se réveille à 5h du matin Yes. et se couche à 22h30. Tout à fait. Donc du coup, à 22h, tu penses qu'il fait toujours jour. Et ça, c'est corporel. Oui. C'est ça, ça bouleverse un peu la biologie. Oui, tout à fait. Ok. Bah, je note peut-être en difficulté. Maintenant, en fait, maintenant, comme tout ça, c'est vécu. Tu as eu ce vécu-là, tu as cette expérience-là et tout. En termes de conseils. Oui. Si tu dois donner par exemple 3 conseils aux gens qui nous regardent, aux jeunes qui sont en train de passer le bac, aux gens de 30 ans, de 35 ans, qui se disent que on ne peut pas reprendre, qui se disent que c'est fini, qui se disent que c'est trop tard pour changer dans quoi je suis actuellement, même si ça me plaît pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il n'est jamais trop tard pour essayer. Il faut toujours essayer. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. C'est ça, nous, notre richesse. Aujourd'hui, si on nous enlève nos diplômes, la question qui nous restera, qu'est-ce que tu sais faire? Et pour ça, c'est la pratique. C'est qu'il faut vraiment avoir quelque chose que tu maîtrises, tu connais, tu sais le faire. Et pour pouvoir y arriver, c'est qu'il faut apprendre. Donc, ne jamais se donner des limites. Et il faut s'adapter. Quand ça change, change avec. Aussi. Ouais. Sinon, tu restes pas à la page. Ensuite, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Si tu t'y plais trop pour rester chez toi, tu verras les opportunités passer sur ton nez. Et c'est important d'être humble aussi. Important d'être humble. Ah, quand tu vas réussir, tu vas pouvoir dire, méditer ça moment. Mais pour l'instant, important d'être humble. C'est vrai que le diplôme est important, mais il faut jamais oublier la capacité de soi-même. Okay. Donc, en ces mots, je pense que... Bah, merci beaucoup. C'est clair. En fait, il faut être humble. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais, voilà, le temps, c'est la seule richesse vraiment, et il y a que nous qui pouvons miser sur nous-mêmes. Personne d'autre ne le fera. Et on ne peut pas ressembler aux autres, parce que les autres existent déjà. Ils sont déjà appris. Donc on ne peut ressembler qu'à nous-mêmes. Et il y a que nous qui pouvons devenir meilleurs grâce à nos efforts. Et c'est justement pour ça que Brio existe. Donc aujourd'hui, on est à la fin de ce podcast. Et Xavier a apporté ses conseils très pratiques, très utiles. Il nous a raconté sa vie. J'aurais encore aimé aller beaucoup plus en détail que ça, sur plein de choses, sur l'entrepreneuriat, sur les anecdotes, sur plein de choses encore. Mais je pense qu'on a quand même brossé le sujet. Si vous voulez le revoir à nouveau ici, ou parler d'autres choses, d'autres parties de sa vie, on n'hésitera pas à le réinviter. En tout cas, merci Xavier. Merci. Est-ce que tu as un mot de fin? Je finirai sur Brilio. Franchement, j'ai trouvé ce projet exceptionnel parce que ça donne l'opportunité, en tout cas à tous ces jeunes Africains, que nous sommes d'ailleurs, de pouvoir se dire on n'est pas seul dans le monde. On sait qu'on peut compter sur quelqu'un, même si c'est pas un membre de notre famille. Cette notion de mentor, ce n'est qu'en France que moi je l'ai découvert à travers article 1. Mais aujourd'hui, qu'on ait ce système chez nous au pays, ça permet vraiment aux gens de mieux s'orienter. Et d'ailleurs, je sais que au pays, on fait des efforts pour organiser chaque année des séminaires d'orientation. Et Brio vient tout simplement mettre la lumière sur tout le monde. Merci beaucoup pour ce projet. Donc, il n'est jamais trop tard, a dit Xavier. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour faire des efforts en soi. Il n'y a que nous qui pouvons nous améliorer. Il n'y a que grâce à nos efforts qu'on peut s'améliorer. Et à 35 ans, à 40 ans, à 15 ans, tout est une question de décision. À 15 ans, tu as une passion, et quand on peut la suivre, Brio peut t'aider à y arriver. Si à 35 ans, tu veux te réorienter, tu ne sais pas quoi faire, tu n'aimes pas ton métier, tu n'aimes pas ce que tu fais, grâce au mentor et au conseil d'orientation sur Brio, tu auras peut-être une solution. Dans tous les cas, Brio Africa est là, l'équipe est là, nous sommes là pour aider tout un chacun grâce à tout notre système de A à Z qui permet de voir ta personnalité, de voir ce qui te correspond, ce que les gens comme toi font au quotidien, qui te permet d'aller directement parler avec des conseillers d'orientation, parler même avec des mentors qui, eux, sont déjà dans le métier que tu veux faire ou dans le métier qui t'intéresserait, et eux, ils te diront ce qu'ils vivent au quotidien, comme vous aviez fait pendant plusieurs minutes maintenant.
Ils te diront ce qu'ils ont traversé, leurs difficultés, ils te donneront des conseils et peuvent même t'aider en fait à trouver un stage, un emploi dans le domaine qui t'intéresse. Grâce à Brio, tu peux faire tout ça. Grâce à Brio, tu peux y arriver. Il n'y a pas à perdre espoir parce que nous sommes là. La famille Brio est là. Il attend. Sur ce, si vous avez aimé l'épisode, laissez un like, laissez un commentaire, partagez à vos proches, à vos amis. Ça doit faire le tour de Cotonou, de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin. C'était un épisode de la série. Il y en aura d'autres. J'espère qu'on va essayer d'écouter plein de gens, pour apporter différentes histoires, différentes traversées. Et nous vous disons du coup à la prochaine. Big up.